Donc, bonjour Alexandre Lalard, ostéopathe. Bonjour. On est sur le Zoom pour le groupe Ostéopathie et Sport, le groupe Facebook. Et puis, tu vas nous parler un petit peu de ta pratique en ostéo et de ton expérience, notamment dans le monde handi. Donc, ça va être chouette parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément très bien et qui est assez particulier, qui peut parfois faire peur. Enfin, voilà, il y a plein de choses dont on va pouvoir parler. Donc déjà, je vais te demander de te présenter. Oui, alors bonjour Fabien, bonjour à tous. D'abord, avant juste de me présenter, je voulais remercier vraiment Fabien et Mathieu, enfin l'équipe qui organise cet entretien et tous les entretiens qu'on a pu voir. Je pense une dynamique intéressante, fédératrice dans ce monde ostéopathique où parfois il peut y avoir des divergences entre, je pense, au syndicat par rapport à ce qui s'est passé récemment, mais voilà, je trouve que d'être porté comme ça par une force qui rassemble les ostéopathes, c'est important. Oui, donc je suis donc Alexandre Lallard, je suis ostéopathe exclusif. J'ai été diplômé en 2009 à l'ISO Paris. J'ai commencé à j'ai fait 3 ans au CESO Paris. Je dis ça parce que c'est assez important par rapport à la pratique et à ce qu'on enseigne dans différentes écoles avec des différents courants. Et donc assez tôt, j'ai été amené à ouvrir mon cabinet. Enfin, j'ai mis une petite année avant d'ouvrir mon cabinet et très rapidement, j'ai été en contact avec des sportifs de haut niveau qui sont venus me voir au cabinet et donc qui m'ont fait rentrer dans ce monde un peu particulier du sport et handicap. On verra qu'il y a 2 fédérations, différents types d'handicap, entre handicap physique, sensoriel, mental, psychique. Tout ça, c'est un peu compliqué au début, mais quand on a mis le pied dedans, après, on a du mal à en sortir. Est-ce que tu as fait des formations particulières après tes études? Oui, oui, un peu de tout d'ailleurs, pas mal ostéo bébé par exemple, le sport aussi bien sûr. Oui, chaque année en fait, j'ai essayé de faire 1 ou 2 formations, heu, qui étaient intéressantes, importantes. Après on verra peut-être, ce petit point, mais par rapport à ce qu'on recherche, c'est assez intéressant de savoir, quelle est la recherche après ton diplôme d'ostéo où tu as fait 5 années, d'ostéo exclusive, tu commences à pratiquer sur quelques patients, tu as encore des questions et là comment va évoluer ton cheminement avec des formations qui te restent, pour beaucoup, enfin pour longtemps, quoi. Alors Alexandre, pour préciser, on se connaît depuis le lycée. Et on a fait notamment des formations ensemble. On a fait un DU d'ostéopathie et du sport, notamment à Avignon. Et Mmh. puis de temps en temps, voilà, on se revoit pour discuter. Toi, il y a des formations que tu recommandes dans tout ce que tu as fait, justement? Celles qui t'ont vraiment marqué? Tu peux donner les noms, hein. O Oui, alors, bah, il y a ostéo, du sport à Montpellier que tu avais fait aussi, que j'ai bien aimé. Il y avait une alchimie intéressante entre différents praticiens, différents abords. Il y avait, quelqu'un Eric, par exemple, plutôt structurel. Il y avait, Éric Perrault. ouais, il y avait Tu ouais, parles duquel, Éric? Éric Perrault? Eric, oui, Perrault, ouais. Ouais, Enfin, pas quand il travaillait surtout au club de foot de Montpellier. ouais, c'est ça, ouais. Heu, ouais, il y avait, Jean-Marie aussi qui avait, un abord particulier. Il y avait, je ne me souviens plus trop leur nom, mais il y avait un peu un rebooteux. Ils montraient des techniques de Mmh. rebootement. Il y avait beaucoup de phytothérapie et ils étaient ensemble dans la promo pour chaque pathologie, chaque sujet. Par exemple, une entorse de cheville, bah, comment tu traites? Bah, moi, je corrige le talus comme ça, comme ça. Bon, moi, je fais des techniques, sur un nerf en particulier et je trouvais que c'était assez intéressant, cette communication comme ça, de ces différents abords, assez formateur. Ouais, Ça, il y a j'en ai gardé un bon souvenir. une Ouais. cohérence malgré leurs différences, quoi. Ouais, Ça, voilà, ouais, c'est ouais, ouais, chouette. et toujours dans l'écoute de l'un ou l'autre, en partageant leurs pratiques. Mmh. Ça, j'avais bien aimé cette formation. Après, au-delà du sport, par rapport au DU, par exemple, c'est très théorique, hein, je pense qu'on avait le même, avis là-dessus. Donc il faut pas s'attendre à des techniques révolutionnaires ou avoir, une pratique qui change peut-être, de façon fondamentale.
mais il y a un abord peut-être théorique assez pompeux parfois au DU pour lequel il faut passer, hein, mais qui peut servir aussi. Après, je pense à d'autres formations, ostéo bébé avec Eric Simon et Dani Hans. Alors, forcément, c'est pas l'ostéopathie du sport, mais je ferai le lien peut-être un petit peu plus tard sur certaines pathologies psychiatriques, par exemple, et puis une prise en charge comme ça, dont je me sers que Eric Simon et Dani Hans m'avaient un peu enseigné. Je pense à Bruno Congeot aussi, sur grossesse, femme enceinte, grossesse, qui était assez intéressant. Il a écrit un livre sur syndrome du rez-de-chaussée, par exemple, le piston viscéral, enfin des choses qui parlent pas mal. Voilà, c'est un petit peu ce qui. Et puis bien sûr, Pierre Tricot, François Bell, toute l'approche tissulaire assez massif sur les formations je pense qu'il faut avoir. Après, c'est très théorique. Je pense qu'il faut faire après son petit chemin, son petit bonhomme de chemin au cabinet ou en équipe sportive pour essayer ses techniques, pour essayer ses abords et de faire sa propre sauce en mélangeant un petit peu tout ça. Et donc, tu parles des formations pédia, périnate, etc. Euh, Mm. Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ta pratique en ostéopathie du sport? Bah, justement, j'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort. C'est un terme qu'on aime bien en ce moment. Mais bon, je vais être assez basique, mais par exemple, tu aimes bien le structurel, bah, faire une formation, je vais aller à l'extrême, mais en biodynamique, ça va te changer les idées. Enfin, tu vas essayer tu te poses des questions. Et j'ai l'impression que alors c'est un peu philosophique, mais ce doute hyperbolique de remettre en question tout ce que tu fais, chaque technique, chaque prise en charge, au début, ça te met une petite claque, et après, tu réfléchis sur pourquoi je faisais ça déjà, pourquoi on m'a enseigné ça et pourquoi ça m'a touché, comment ça évolue, comment ça évoluera peut-être plus tard, bien sûr en fonction de chaque patient, chaque pathologie, si on parle du handicap aussi. Je pense on peut souligner le fait qu'on parle d'ostéopathie du sport, mais ça reste de l'ostéopathie. Donc, du coup, traiter un bébé, une femme enceinte, un sportif, bah, Mm. ça reste des patients Ouais. comme les autres ou un handicapé. Et Ouais. alors après, ils peuvent avoir des particularités, mais ça reste des patients, quoi. Donc, du coup, progresser dans sa pratique dans un domaine, bah, c'est progresser dans tous les domaines, forcément, puisque ça reste de l'ostéopathie. Ouais, bien sûr. Et Ouais. ça, je sais qu'on a eu des conversations là-dessus sur un peu le terme ostéopathie du sport, ostéopathie et sport. Ça, c'est vrai que c'est important, et c'est toi qui souligne en général ça très justement, que oui, on va pas prendre en charge différemment un sportif d'un bébé, enfin, par rapport à des techniques peut-être, mais c'est une prise en charge ostéopathique. Et je pense qu'en école, c'est ce qu'on essaie de nous enseigner, d'avoir un panel le plus large possible pour prendre en charge tout type de pathologie, alors enfin, de pathologie ou de dysfonction. Souvent, on entend les étudiants qui se disent: «Ah bah, c'est vrai qu'en sortant de 5 années d'études, prendre en charge un nourrisson ou une femme enceinte, c'est un peu délicat». Heu, s J'aime bien commencer par la base. Alors, on parlera peut-être plus tard des livres et des formations, mais heu, se replonger dans l'autobiographie de style, la philosophie de style. Je trouve que c'est intéressant régulièrement de faire ce cheminement pour une prise en charge globale. Et à part style, alors tu recommandes quoi comme bouquin, toi? Qu'est-ce qui t'a marqué dans les livres tu m'avais Alors j'ai offert déjà un les livre de Becker, donc ouais, c'était chouette. Donc je ouais. pense que celui-là, il a dû te marquer. Ouais, bien sûr, ouais. Alors, ouais, d'ailleurs, je pense à toi. Alors, on va parler d'abord d'ostéopathie. Oui, il y a Rolling Becker et Duval avec les techniques ostéopathiques d'échange réciproque. Ça, c'est un petit bouquin que je conseille vraiment bien parce que à lire plusieurs fois, au début, c'est pas évident, mais de le reprendre régulièrement, je pense, enfin, moi, ça m'a fait progresser dans la pratique. La vie en mouvement aussi de Rolling Becker, qui est important. Ensuite, tu as Zachary Como avec l'ostéopathie harmonique. J'ai bien aimé ce qu'on peut nous enseigner en technique rythmique, et puis elle, ce qu'elle peut proposer dans ses formations. Je n'ai pas fait de formation, mais dans ses bouquins, je trouvais ça plutôt intéressant.
Et après, on peut dériver sur des livres un peu moins ostéopathiques, chamanisme par exemple, tout ça. J'avais bien aimé, pareil, c'est un peu moins ostéopathique, mais plus neurosciences avec l'erreur de Descartes et Spinoza avait raison, de Damasio. Ouais, ça j'avais bien aimé et je sais qu'il y a une formation de Laurent Fabre, CFPCO, qui parle beaucoup de ça et qui revient sur la douleur, les schémas de la douleur et qui remet un petit peu en cause les dysfonctions ostéopathiques, enfin sur comment équilibrer le bassin. Est-ce que vraiment on équilibre le bassin ou est-ce que c'est d'autres circuits qui émergent chez le patient et qui nous font dire que bah, maintenant mon bassin est stable. Enfin, voilà, c'est un petit exemple, mais c'est intéressant. La neuroscience, c'est ce qui t'intéresse un peu en ce moment. C'est vrai que on en parle pas mal, la neuroscience, tous les progrès là-dessus, en ostéo, etc., avec le CFPCO Ouais. notamment. Ouais, bah, c'est intéressant ouais, pour même justifier certaines choses. Alors la place de l'ostéopathie dans une fédération sportive ou dans une institution, ça peut passer par des recherches. Et donc, les neurosciences, ils proposent des choses intéressantes en liant recherche, ostéopathie et neurosciences. Et toi, comment tu t'es retrouvé dans le monde de l'handisport, alors, pour revenir à ton histoire? Ouais, alors d'abord, bah, c'est un patient qui est venu au cabinet. Euh, en fauteuil, enfin, je suis au rez-de-chaussée, donc c'était pratique. Et juste à côté de mon cabinet, il y a une équipe de basket fauteuil. Donc, il vient me voir, il avait mal à l'épaule, tout ça. Et puis, il me dit, bah, si tu veux, tous les week-ends, il y a un match, tu peux voir ce que c'est que le basket fauteuil, tout ça. Donc, je commence à aller voir, je trouve que c'est intéressant, je m'intéresse un petit peu. Alors, il est assez ludique, il met sur un fauteuil, il me demande de marquer un panier. Enfin, ouais, il y a un échange qui est assez intéressant. Et puis, cette personne-là, il a créé un festival qui s'appelle le Défestival, Défi Festival, et c'est un festival autour du handicap. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est une autre vision sur handicap. Lui, il parle beaucoup d'humanité. Il dit que l'humanité, pour lui, est liée à sa capacité de s'occuper des plus faibles. Et là, donc, il a créé une fête, c'est au Champ de Mars, en septembre. Et ce qui est intéressant, c'est cette vision du handicap. C'est pas considéré comme des victimes du système. Il n'y a pas de demande d'argent pour financer une recherche ou la science ou autre. C'est autour d'une fête. Donc, le fil collecteur, c'est le handicap. Il y a tout type de handicap, justement. Donc, handisport, mais aussi sport adapté, handicap. Alors, il y a des stands avec beaucoup de créations. Je me souviens d'un artiste qui peignait avec sa bouche. Il n'avait pas de bras, donc il peignait avec sa bouche. Il faisait des tableaux magnifiques. Enfin voilà, différents petits stands intéressants. Le slogan, c'est venez avec vos différences et repartez avec vos ressemblances. Donc c'est voilà, un dynamisme intéressant. Et puis, il m'a proposé de parler d'ostéo, comme ça, de faire un stand ostéo et de proposer l'ostéopathie en petit informatif. Et à côté de mon stand, il y avait le stand du sport adapté. Donc, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait deux fédérations sportives dans le monde du handicap. Euh, handisport, donc personnes en fauteuil, avec des handicaps physiques et ou sensoriels, donc les aveugles, les sourds. Et puis, sport adapté avec un handicap mental ou psychique. Donc, voilà, et ces deux fédérations allaient aux Jeux paralympiques. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré le médecin fédéral du sport adapté. Et puis, c'est là que j'ai un petit peu travaillé sur les deux bords, handisport et sport adapté, tout de suite. Ok. Ah, donc, dans le basket. C'était que du basket. Alors, en fait, lui, donc, Riyad, il faisait du basket fauteuil. Alors lui, il a un palmarès, il a fait 4 Jeux paralympiques, il est triple champion d'Europe de basket, il a le record du monde de natation, donc il a fait il a une vie vraiment intéressante, il a fait plein de choses. Et là, il est en train de créer, enfin avec d'autres, de créer l'équipe de rugby fauteuil. Ok. C'était en 2009, fin 2009. Et il me dit, bah voilà, on crée l'équipe de rugby, est-ce que ça te dit de faire partie de l'équipe? Alors, bah oui, je disais, d'accord.
Et là, ils m'embarquent dans des stages. Alors, c'était les balbutiements, hein. Par exemple, il y avait très peu de compétitions, mais le but, c'était de se qualifier pour les Jeux paralympiques de Londres en 2012. Et par exemple, il y avait une équipe de France, mais il n'y avait pas de club. Enfin, il y avait certains clubs, mais pas beaucoup de licenciés. Donc, on a créé un club européen, enfin français, qu'on appelait les Mousquetaires, pour faire la Champions League en Europe. Et on s'est retrouvés donc en camion, traverser l'Europe pour aller faire des matchs de rugby fauteuil. Ah, un film. Voilà, ouais, c'était assez fou comme monde. Et alors petit à petit, donc il n'y avait pas beaucoup de structure au début. C'est une petite anecdote, mais par exemple, les autres équipes étaient vraiment bien ordonnées. Ils avaient tout le matériel qu'il fallait. Si tu veux, je parlais un petit peu du rugby fauteuil, qui est un sport assez compliqué. Mais il y avait des schémas tactiques et des systèmes de line-up qui sont assez compliqués. Nous, on faisait par terre, on écrivait par terre dans les vestiaires et puis on prenait des capsules ou des bouchons pour faire la position de chaque joueur. Donc ça, c'était vraiment rudimentaire, alors que d'autres avaient des tableaux high-tech. Voilà. Mm. Donc on a commencé comme ça et petit à petit, on a commencé à gagner des matchs. Et puis, on s'est retrouvé en championnat d'Europe. On a fini quatrième et dans les 4 premiers, il y avait l'Angleterre qui était qualifiée directement au jeu. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à se qualifier pour Londres. Et il y a des règles, du coup, bien différentes dans les sports à chaque fois, pour chaque Ouais, sport. ouais, ouais. Alors, le rugby fauteuil, ça se passe à l'intérieur, c'est pas sur du gazon, c'est un terrain de basket. C'est 4 contre 4. Il y a une ligne, le but du jeu, c'est de passer la balle qui est sphérique, c'est une balle de volley, de la Mm. passer de l'autre côté de la ligne. Et ça, on marque un point. Donc, il n'y a pas en avant, il y a différentes règles. Par contre, il y a des contacts. Donc, en gros, le but du jeu, c'est de virer celui qui a la balle. Bon, c'est un peu schématique, mais donc il y a beaucoup de chutes avec beaucoup de traumatos. Euh, et alors, c'est en fonction. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pour beaucoup de types de handicap. Donc, on peut avoir des tétraplégiques, donc atteints des 4 membres. Ça ne veut pas dire que les 4 membres sont paralysés, mais je pense à l'ancien capitaine de l'équipe de France qui était à l'ASM à Clermont en pro, en traditionnel. Donc, il était debout et dans une mêlée, il s'est fracturé Mm. la 5e cervicale. Il se retrouve en fauteuil et il n'a pas la dextérité des membres supérieurs. Donc, lui, par exemple, il a un nombre de points, il a un petit point. Plus ton handicap est lourd, plus ton point est petit. Donc, lui, c'est un 0,5. Le maximum, c'est 3,5. Ok. Donc, dans une équipe, on doit avoir 8 points. Et en fonction des handicaps, donc on peut avoir un handicapé lourd avec quelqu'un qui a un peu moins de handicap. Et après, ça fait des stratégies d'équipe. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, toi, ta place d'ostéopathe là-dedans, c'est que tu faisais que de l'ostéopathie ou du coup, quand c'est comme ça un peu à l'arrache, tu fais beaucoup plus de choses que d'ostéopathie Ah ouais, finalement. ouais, ouais. Ah ouais, on faisait. Alors, dans le staff, donc il y avait le coach, il y avait un assistant coach et un infirmier et moi. On était 4. Donc l'infirmier, c'était plutôt les soins, enfin les bains, par exemple, ils faisaient les douches, enfin, ils s'occupaient Mm. de l'hygiène aussi. Et puis, non, moi, c'était tous les straps, parce qu'il y avait, certains avaient des moignons, donc il fallait les protéger, donc c'était strap. Pas mal d'ostéo quand même, pas mal structurel aussi. Ils voyaient que ils avaient chacun un kiné dans leur club, mais que parfois ça suffisait pas forcément, faire des massages ou de la récupération comme ça. Donc, ils voyaient le côté assez mécanique en ostéopathie qui est intéressant. Mm. Du coup, j'ai commencé un petit peu à faire du structurel dans ce cadre-là, alors très prudemment parce qu'il y avait du matériel chez les patients, il y avait des choses, il fallait bien connaître les pathologies de chacun pour les prendre en charge. Mais ça commençait comme ça, ouais. Et oui, parce qu'on peut être amené, pour revenir à ça, quand on est ostéo dans des petites structures, même si on va Mm. faire les Jeux paralympiques, ça peut être quand même des petites structures, amené à faire des choses qui sont pas de l'ostéopathie, mais c'est comme ça. C'est Ah parce oui, qu'il oui. n'y a pas trop de choix, quoi. Ouais, bah, là plutôt, alors plus avec le sport adapté, mais l'INSEP notamment,
j'étais tout seul du staff médical. Alors maintenant, c'est un peu compliqué, ostéo et médical, mais j'étais tout seul à gérer une équipe de basket de 20 joueurs. Et donc, oui, il y avait des blessures, il y avait des plaies ouvertes, il y avait des choses comme ça. Alors, il y avait, c'est vrai, à l'INSEP, il y avait un pôle médical, mais s'il y avait une urgence, c'était un peu à moi de prendre en charge l'urgence, savoir prendre une décision, être responsable de la décision. Est-ce qu'il doit rejouer? Est-ce qu'il doit être évacué? Est-ce que on a eu pas mal d'anecdotes comme ça sur des pathologies. Par exemple, il y avait une joueuse, alors c'était au basket féminin, il y avait donc on était à l'INSEP, il y avait une joueuse pivot, donc qui était, elle faisait 1m90, un peu plus même, pas loin de 100 kilos, qui était une joueuse phare de l'équipe. Elle a une douleur au mollet, elle continue son match. Et, et puis on trouve que c'est un peu bizarre, que c'est pas une simple contracture. Donc on va au pôle médical de l'INSEP. Le médecin est d'accord avec nous, il dit ouais, il faut faire un écho-Doppler, c'est bizarre. Alors il y avait pas l'écho-Doppler à l'époque à l'INSEP, donc on se rend à l'hôpital de Bégin, à côté, militaire. Et puis le médecin dit ah ben non, il faut bien masser et ça partira. Donc là, j'étais un petit peu entre les deux. Je voulais pas poser mon diagnostic, donc j'ai proposé à ce que les deux médecins de l'INSEP et des urgences entrent en contact. Et là, bon, il y a eu un petit différend où le médecin de l'INSEP a dit non, mais je vous demande pas mon avis, votre avis. Vous faites un écho Doppler, point barre. Et il s'est avéré que c'était une phlébite que la joueuse était en train de faire, donc elle a été prise en charge et voilà, tout va bien. Mais ouais, si on passe à côté de gens, enfin ça c'est une anecdote parmi parmi plein d'autres choses. Mais donc l'urgence et les tests d'exclusion, par exemple, les tests médicaux, ouais, ça c'est à maîtriser. Ouais, les red flags. Et en tant que, comme t'es pas comme on n'est pas professionnel de santé, que tu es ostéopathe Ouais. exclusif, pour rappel, comme moi et comme la plupart d'entre nous, est-ce que tu n'avais pas un problème de responsabilité par rapport à ça, d'un point de vue légal? Bah ouais, alors justement, le premier médecin fédéral du sport adapté, lui, c'est lui qui voulait ouvrir un petit peu le champ à l'ostéopathie, enfin le staff médical, l'ostéopathie, même à la podologie, il y avait différents métiers. Ouais. Et donc, lui, il m'a inclus dans le staff médical. Donc, on faisait partie du staff médical. Et c'est là que j'ai un peu découvert. Alors, je n'étais pas rattaché tout de suite à l'équipe de basket, mais je faisais les championnats de France de foot, par exemple, foot à 11, foot à 7. D'ailleurs, beaucoup de traumatos, et là, c'était très formateur. Et après, pendant cette période-là, la kiné du basket, qui était une kiné, enfin qui était une basketteuse professionnelle de Limoges, qui partait. Et donc ils m'ont dit bah voilà, est-ce que tu veux prendre en charge cette équipe? J'ai dit OK. Et oui, sur le papier, j'étais ostéo dans le staff médical. Euh, Après, récemment, enfin il y a plusieurs années, le médecin fédéral a changé et la nouvelle médecin fédérale, elle était plutôt défavorable à l'ostéopathie parce qu'on n'est pas profession de santé. Donc, maintenant, j'ai plus accès au staff médical. Je suis plus Oui. staff médical. Mm. Et donc, comment se passe ta relation avec les staffs, la communication, tout ça? Euh, alors, c'est très important. Déjà, j'ai l'impression que c'est un point essentiel, hein, la communication. Euh, en, en équipe de France de basket, on avait donc le coach adjoint. Il y avait une psychologue et puis le kiné. Donc souvent, j'étais associé au kiné, pas forcément sur le stage, mais on se répartissait les compétitions et les stages. C'est un stage par mois au basket. Donc c'était à l'INSEP. Maintenant, ils étaient à Bourges, au Krebs de Bourges, et maintenant au Krebs de Poitiers. Moi, j'ai un peu plus laissé tomber le basket. Et je suis avec l'athlétisme maintenant, l'équipe de France d'athlétisme en sport Enfin, adapté. excuse-moi, il faut que je te coupe parce qu'en fait, on va être coupé par Zoom là. Je me rends compte. Ok, Donc, du coup, on va basculer sur l'autre lien. ok, Ok. Pour tout le monde, on bascule sur l'autre lien Zoom qui était dans le truc Facebook. J'attends que tout le monde soit de retour et on continuera l'échange avec Alexandre. À tout de suite. ok. Alors, donc il y a trois. Donc,
par rapport aux 3 équipes. En rugby fauteuil, donc c'était, coach adjoint, mécanicien. Il y avait un mécano dans chaque équipe, Ah oui. pour changer les roues, tout ça et puis ostéo. Pour le basket, c'est à peu près pareil. Il y avait pas de mécanicien, mais une psychologue à la place. OK. Et pour alors à l'INSEP, c'était intéressant parce qu'il y avait un peu les 2 staffs. Le staff de l'équipe, donc qui connaissait bien les joueurs, et puis le staff sur place, s'il fallait un avis médical notamment. Et puis, en athlétisme, pareil, au Krebs de Reims. Moi, je suis le seul, qui prend en charge on va dire médical, mais il y a une psychologue sur place et un médecin, alors au jour d'ouverture, du Krebs. Heu, voilà, après on est toujours en contact avec le médecin, des pôles France, qui peut être disponible tout le temps, n'importe quand, s'il faut quand on emmène un sportif, aux urgences par exemple, qu'il faut faire une radio, heu, elle est au téléphone, donc on peut l'avoir facilement. Hem, la relation avec cette structure, ce groupe, bah, c'est un point essentiel, hein. Déjà le sportif, il y a beaucoup de contraintes, pour lui-même, donc s'il y a une mauvaise ambiance entre les personnes du staff, ça va pas. Et donc, je pense qu'il faut avoir accès au plaisir dans le sport. À chaque fois, faut qu'il y ait un beau dynamisme pour que le plaisir reste central pour le sportif et pour, chaque composant du staff, heu, d'aller dans cet événement, dans ce stage. Donc l'écoute, c'est je pense primordial, des uns et des autres. Alors peut-être dans le monde du handicap, ça peut être, enfin c'est une qualité que les personnes ont dans le staff. Heu, donc par exemple, la psychologue, elle propose, avec le basket, des groupes de réunion. Donc l'équipe, heu, se réunit. Elle anime enfin ça dure 1 heure, une bonne heure. Heu et donc on peut avoir accès à ce groupe ou pas, c'est en fonction des objectifs. Et puis le rôle de l'ostéo, bah, c'est plutôt de proposer, avec diplomatie, notre vision. Je pense un peu plus au coach, à l'adjoint. Parfois on a recours à la vidéo, par exemple, sur la gestuelle, sur, des schémas même tactiques, tout ça. Donc il y a vraiment une alchimie avec, j'ai l'impression, une position centrale de l'ostéo entre le staff, technique, coach et médical, avec après parce qu'il faut faire un compte rendu au kiné qui verra peut-être l'équipe, la prochaine fois, au médecin si jamais il y a des pathologies. Voilà, il y a on essaie de répertorier, tout ça, toutes nos interventions, pour chaque sportif, avec le médecin et kiné. Et l'INSEP, toi, tu y as été via du coup ces fédérations, puisque tu étais dans ces fédérations avant Ouais. de te retrouver à l'INSEP. Et comment ça s'est passé à l'INSEP? Parce on entend souvent parler que c'est assez fermé comme. Ouais. Alors à l'INSEP, on est resté que 5-6 ans avec le basket, basket masculin surtout. Il y avait des filles au début, mais après c'était surtout les garçons. Alors c'était tous les mois, on y allait tous les mois à raison de 4 jours, par mois. Il y avait les bilans médicaux aussi, donc tous les sportifs de haut niveau, avaient des bilans médicaux et des tests d'effort à faire à l'INSEP. Donc moi je les accompagnais, je commençais à connaître bien les membres du du centre médical, là-bas, que ce soit les kinés, les médecins, ou autres. Ça se passait bien, Et toi en tant ouais, qu'ostéo. ouais. Bah, j'ai rencontré, Alain Frey, l'ancien médecin, enfin directeur de l'INSEP. On parlait très ouvertement de la position de l'ostéopathie exclusive, Mm. dans ce genre de structure qu'est l'INSEP. Lui, c'était l'ancien médecin fédéral du judo, donc il connaissait bien en tant que sportif, mais aussi en tant que médecin. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert, il me semble, les créneaux d'ostéopathie, à l'INSEP. Donc c'était les jeudis après-midi. C'était la grosse révolution déjà à l'époque parce qu'on n'entendait pas trop parler d'ostéo. Bien sûr, c'était les kinés-ostéos qui faisaient ça parce qu'ils prenaient les kinés qui étaient à l'INSEP et la moitié, avaient fait, leur diplôme d'ostéopathie. Donc c'est les kinés-ostéos. Mais voilà, c'était déjà je trouvais un pas assez important, Tout à fait. qui a été fait. Heu, après moi, on m'a proposé, alors il y a un diplôme, hein, de préparateur physique à l'INSEP, et on m'a proposé d'intervenir, pour parler du handicap justement
et avec cette problématique de comment s'adapter face à un groupe qui comprend plusieurs pathologies par rapport à une programmation sportive. Donc là, c'est sur 2 jours. En gros, c'est une journée handicap FFSA, mental et psychique. Et après, parce qu'il y a quand même 60 000 licenciés à la FFSA. Et après, c'est handisport, comment prendre en charge lorsqu'on doit faire une programmation sportive d'un patient en fauteuil, par exemple, enfin, un sportif en fauteuil. Mm. Ça, c'est intéressant, toujours pour ouvrir un peu les yeux de ce diplôme de préparateur physique où il n'y a pas uniquement le sport de haut niveau traditionnel, mais aussi le monde du handicap. Alors, pour la petite histoire, il y avait quand même des champions qui étaient un peu mes élèves. Je pense à Christine Aron, par exemple, que j'ai eu comme élève. Alors là, j'ai pas grand-chose à lui apprendre dans une programmation d'athlétisme, mais d'essayer d'ouvrir les yeux sur comment ça se passe avec un patient schizophrène, autiste, les difficultés qu'elle pourrait rencontrer, tout ça, pour essayer d'élargir le plus possible son champ d'action et qu'elle puisse, après son diplôme, prendre en charge des patients, des sportifs portant un handicap. Ok. Et donc, toi, par rapport à ton approche ostéo, tout cet abord psychologique, du coup, il est devenu super important Ouais, par rapport aux ouais. handicaps, que ce soit d'ailleurs des handicaps moteurs ou sensoriels ou dans le sport adapté avec les handicaps plus, psy. Bah ouais, 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 surtout, bah oui, la prise en charge du sportif avec ces notions d'écoute, par exemple, d'observation. J'ai l'impression que dans ces sportifs, chez ces sportifs, il y a une prise de conscience d'une possibilité de prendre en charge autre chose que le corporel. Souvent, ils commencent par dire, voilà, j'ai mal au dos, je crois que j'ai une vertèbre déplacée, voilà, on va dire des choses assez basiques. Et puis ils se rendent compte petit à petit, alors c'est pas forcément automatique, mais progressivement, euh, c'est au-delà du mécanisme. Et une vraie prise en charge ostéo peut comprendre d'autres choses et puis ils commencent à se livrer et puis à compter leurs problématiques. Et ça, on voit vraiment l'évolution dans les consultations. Quand tu suis une équipe ou un sportif sur une année ou plusieurs années, lorsqu'il y a une compétition, un championnat ou autre, euh, il y a enfin, il se livre plus et c'est ouais, et là vraiment on fait de l'ostéopathie un peu plus en profondeur peut-être. Une image du corps qui est à découvrir pour chaque patient, avec les traumatismes anciens. Il y a aussi cette carence affective, je pense plus au sport adapté que les patients peuvent avoir et donc le rapport au corps est différent. Ouais, tout ça, cette prise en charge est importante et différente un petit peu de ce qu'on peut retrouver au cabinet. Donc, tu trouves qu'il y a beaucoup de différences à prendre en charge un patient du coup qui a un handicap, qu'il soit par Ah, rapport à un patient lambda, dans ta pratique ostéopathique finalement, est-ce que ça change tant que ça, hmm. les techniques? Bah, c'est un patient comme un autre, hein, Ouais. qu'il soit handicapé ou non. Après, c'est peut-être, moi, j'ai l'impression que ce que j'ai compris dans ce monde-là, c'est que faut pas avoir peur de l'échec. L'échec prépare la victoire. Et c'est justement ces notions de douleur, d'échec, ça nourrit la vie plus qu'autre chose. Et ça, bah oui, c'est important après, d'un point de vue purement mécanique, oui, un patient en fauteuil, bah, savoir tester une sacroiliaque ou une système viscéral, ça te perturbe un petit peu au début parce que tu as pas ces mêmes notions. Enfin, il faut s'adapter, quoi. Donc dès que c'est assez ouvert et tu t'adaptes, la prise en charge est presque similaire. Ce qui est très ostéopathique finalement de devoir s'adapter, nous Bah ouais, aussi. ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, Après, il y a peut-être la fréquence des consultations Mhm. qui peut changer par rapport aux objectifs, ça oui. Ah bah raconte alors justement comment ça se passe, la prise en charge d'un point de vue fréquence et tout. Bah, donc nous, donc là pour l'athlétisme, c'est donc moi je les vois tous les 2 mois à peu près, parce qu'il y a le kiné qui complète, ça donc ils ont un stage tous les mois. Alors maintenant, ça a un petit peu changé parce que c'est plus l'équipe de France d'athlétisme, mais ils ont
ni plusieurs. Ils ont schématisé avec les lanceurs, les sprinteurs et le fond demi-fond. Donc c'est les petits groupes, mais du coup on peut faire enfin on a beaucoup plus de temps pour faire l'ostéopathie. Ils ont en général 2 entraînements par jour et une compétition souvent le dimanche, donc en plus. Ouais, Ok. donc mais on a quand même le temps d'avoir des contacts, de rentrer vraiment dans des consultations ostéopathiques avec ce que le patient peut livrer de Hmm. somatique ou autre. Alors quand il y a donc par exemple, alors c'est un peu compliqué le sport adapté parce qu'il y a 2 championnats internationaux. Il y a IPC, donc c'est paralympique. Donc l'objectif, c'est Jeux paralympiques. Donc là, c'est sur 4 ans, ou peut-être 5 là, cette année. Mais en tout cas, c'est sur le long terme. Donc pour un patient, enfin un sportif qui a une déficience intellectuelle, se projeter dans 4 ans, c'est un peu compliqué. Donc il faut avoir un suivi un peu plus drastique. Euh, et alors le problème de IPC, des Jeux paralympiques, c'est que pour le sport adapté, il n'y a pas toutes les disciplines. Par exemple, en sprint, c'est que le 400 mètres, il n'y a pas le 100 mètres ou le 200 mètres. En lancer, c'est uniquement le poids, il n'y a pas le javelot, le marteau ou autre. Et en fond, c'est le 1500 mètres uniquement. Donc voilà, il faut que le sportif soit dans ces cordes-là. C'est Hmm. un haut niveau, donc euh, le 400 mètres, je ne sais pas si vous avez des notions, mais le 400 mètres, il se fait en 47-22, je crois. Donc l'équipe de France, le 10 km, il se fait en 32-54. Donc voilà, c'est intéressant. Et, euh, et, et donc voilà, il y a IPC. Et si jamais le sportif est plus à faire du poids ou à faire une autre discipline qui n'est pas paralympique, là, il y a le Virtus. C'est une fédération internationale uniquement de sport adapté. Donc, l'objectif, ça peut être, ils ont créé les Global Games, c'est tous les 4 ans, donc c'est un petit peu sur le profil Jeux paralympiques. C'est en Australie, là, en octobre. Et c'est pour enfin, c'est sportifs de haut niveau qui vont en Australie pour devenir champion du monde. C'est comme un championnat du monde. Donc voilà, donc faut schématiser entre l'objectif du sportif, quel type de championnat il va faire et comment intervenir en ostéo ou dans d'autres systèmes de soins. Par rapport à la gestion de la vie de famille, les déplacements, le temps que ça prend, ça. Est-ce que Ouais, alors financièrement, c'est payé normalement déjà, comme les consultations? ostéo, pour nous, alors nous c'est 150 € la journée. D'accord. Voilà, comme le kiné, alors ils sont en train avec le budget, ils sont en train de changer. Mais ça sera peut-être un peu moins, 120 ou 130, je sais plus. Le kiné, un peu, enfin voilà, ils sont en train de faire ça. Donc ouais, c'est pas forcément, enfin on fait pas ça pour l'argent, quoi. C'est quelque chose. Euh, il y a beaucoup de temps aussi entre les stages parce que c'est hyper chronophage. Quand tu as un suivi du sportif à mettre en place, il faut, enfin, s'il se blesse, il t'appelle. Donc ensuite, il faut référer au médecin, il faut savoir ce qu'il a. Sur place, il faut qu'il y ait un médecin. Donc souvent, ils sont pas forcément dans ta région, donc il faut se mettre en contact avec le médecin qui pose un diagnostic, qui sache si c'est un sportif de haut niveau aussi. Il faut qu'il ait un traitement adapté avec le sport de haut niveau et par rapport au dopage, je pense surtout. Et ensuite, une prise en charge avec un kiné ou avec d'autres, ou ostéo ou autre. Et là, pareil, on se met en contact avec tout ce staff pour qu'il y ait un compte rendu, pour voir le résultat, tout ça, entre 2 stages. Donc ça prend beaucoup Et- de temps, ouais. ouais, voilà. Et donc, du coup, pour la vie de famille, ça doit pas être évident quand même. Ouais, ouais. Alors, surtout en athlétisme, donc faut savoir qu'il y a IPC, donc d'accord, c'est les Jeux paralympiques. Donc il y a championnat d'Europe et du monde, plus les Jeux paralympiques. Ensuite, il y a Virtus, donc c'est pareil. Il y a le championnat de France, bien sûr. Il y a le championnat d'Europe et du monde. Donc ça veut dire en gros, il y a quatre, il y a quatre, tout multiplié par deux. Pour les sportifs, il y a des meetings aussi. Ouais. Si jamais ils doivent se qualifier pour certaines disciplines, ils l'ont pas fait, et ben, ils peuvent. On a amené par exemple une sportive au Portugal juste pour qu'elle fasse un semi-marathon,
qu'elle soit dans le ranking et quel est son temps de référence international. Pour l'anecdote, donc on s'est déplacé. Il y avait le coach, cette sportive et moi. Et c'était un semi-marathon à Évora, c'est une petite ville au Portugal. Et il y avait un système de fléchage. Donc il y avait le marathon, le semi, et je crois qu'il y avait un 10 km avec des flèches de différentes couleurs. Et là, c'est là pour le coup qu'on a vu la problématique du handicap. Elle s'est trompée de couleur. Donc elle a fait le 10 km au lieu du semi-marathon. Donc, Ah, c'est donc on s'est parti. déplacé pour rien. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, alors il y a plein d'histoires comme ça en sport adapté sur un sportif qui oublie de faire un tour pour le 1500 mètres. Ça s'est arrivé à Londres pour les Jeux mondiaux de Londres. Vous savez, donc il y a la cloche qui sonne pour le dernier tour, mais il s'était fait doubler, il n'avait pas vu qu'il s'était fait doubler, donc il arrête de courir. Et voilà, il lui manquait un tour. Donc on était là en train de lui dire, hey, vas-y, il te manque un tour, il faut que tu repartes. Alors c'était médiatique, hein, il y avait les médias, la télé, enfin, c'est un peu problématique. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Je pense aussi en Thaïlande, à Bangkok, il y avait un championnat du monde. Et puis il y avait une discipline du 5 km marche qui était nouveau, féminin, qui était nouveau. Donc on a une athlète qui participe à ça. Et, et puis, elles étaient deux ou trois. Donc, elle fallait juste qu'elle monte sur le podium. Voilà, ça allait être très simple. Il fallait juste marcher pendant 5 kilomètres. Et bah, elle a fait deux erreurs, donc carton jaune, carton rouge. Donc, elle s'est fait éliminer. Voilà. Alors qu'il n'y avait pas de pression de temps, il n'y avait pas de performance particulière. C'était juste. Ouais. Voilà, c'est là qu'on voit un petit peu le monde du handicap, en tout Les cas en sport difficultés. adapté. Ouais. Même en athlétisme, on pourrait se dire, en basket, on peut comprendre que les schémas tactiques soient un peu compliqués à réaliser ou voilà. Mais en athlétisme, ça arrive aussi quand il faut prendre la corde, par exemple, pour que ce soit pour qu'il y ait moins de voilà toute cette notion-là, c'est pas évident pour les sports. Alors c'est des sportifs de haut niveau, hein, ils s'entraînent 5 fois par semaine, mais parfois voilà, il y a encore des choses à régler. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de sens de l'humour quand même dans ce monde aussi. Ah oui, ah bah oui, que ça soit même de l'autodérision, hein, les sportifs, voilà, quand on lui dit qu'il a fait ça, bah oui, alors en monde handisport ou sport adapté, c'est handisport aussi, c'est assez grinçant, hein, les petites réflexions. Mon fauteuil il me coûte un bras, que voilà, il y a eu des petites choses, des petites anecdotes rigolotes. Et donc au début, c'est vrai que ça peut surprendre quand on voit ces patients peut-être en souffrance et puis ils se balancent les uns les autres des choses assez crues. Ça peut impressionner, mais après, oui, oui, c'est partie du milieu, de l'humour, peut-être du sport aussi, où on aime bien se chambrer. Donc ça, c'est pour ça que ça rend la vie aussi plus légère et en groupe, en tout cas, plus supportable quand on est à l'autre bout du monde et on doit rester 3 semaines. C'est quand même plus sympa quand on peut rigoler. Il faut parfois trouver cerner cette frontière de l'handicap où l'handicap a été, on va dire, accepté et que la personne vit avec son Mmh. handicap, et par rapport à un autre qui, lui, ne l'accepte pas et du coup, l'humour va être plus difficile ou certaines Ouais. sensibilités Ah par bah rapport. oui, oui. Alors là, ouais, là, j'ai deux exemples qui me viennent un peu à l'esprit. Il y a bah, dans l'équipe de France de rugby fauteuil, bah, c'était toujours en Suisse là pour le championnat à Notwil dans le championnat d'Europe. Euh, il y a des classificateurs. Donc, euh, un classificateur vient et voit quel est le handicap du sportif. Et puis après, c'est lui qui décide quel nombre de points il va avoir. Donc le but, c'est d'avoir le plus petit point possible pour que ce soit bien pour l'équipe. Et puis on avait un joueur qui était au Stade Toulousain handisport. Lui, donc il n'avait pas de jambes, il a été jugé trop valide. Alors ça paraît complètement fou, mais, euh, mais alors c'était un des meilleurs de l'équipe, c'était un attaquant. Il slalomait juste il se lançait sur son fauteuil, il slalomait juste avec le mouvement de son bassin. Et voilà, il a été jugé trop valide pour entrer dans l'équipe. Donc il a été exclu de l'équipe dans le championnat d'Europe.
Et lui, il s'est demandé, bah, si je me coupe un doigt, est-ce que je pourrais rentrer dans l'équipe? Tu vois, des choses complètement hallucinantes. Alors, ça a complètement changé sa vision de sa vie parce que ne plus être au haut niveau, en tout cas en équipe de France, alors qu'on était en train de préparer les Jeux, voilà, lui, ça, c'est complètement. Donc, ouais, il y a cette notion du corps qui est délicate. En sport adapté, c'est un petit peu pareil aussi. Alors, il y a l'équipe, je sais pas si tu as suivi, il y a quelques années, il y a une équipe de basket espagnole qui a triché et qui s'est dit handicapé mental ou psychique et que c'était faux. Et donc, ils ont gagné la médaille d'or, je crois que c'était à Sydney. Et voilà, ils montraient la faille du système. Donc, Il y comme a eu un film. représailles, Il y a eu un ouais, il y a film. eu un film aussi, ouais, 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 bah, c'est véridique ça. Ouais. Et comme représailles, c'était d'interdire l'accès aux Jeux paralympiques à ces sportifs-là de sport adapté. Donc, à Pékin, par exemple, il n'y avait que des handicapés physiques et sensoriels. Ok. Voilà. Et toi, d'un point de vue ostéopathie, dans cette prise en charge émotionnelle, du coup, elle doit être aussi assez importante. Ça peut ressortir. Ça t'est arrivé? Oui, ah ouais, ouais. Bah, ouais, au début, donc c'est surtout, bah, ils savent pas trop ce que c'est ostéo, ou certains, mais pas beaucoup. On m'associe à kiné, donc voilà. Après, il y a un rituel qui se met en place, et puis c'est petit à petit qu'ils voient que c'est pas vraiment ce que fait le kiné, c'est un peu différent. Peut-être les questions sont différentes, l'anamnèse est aussi différente. Et puis, tu sais, sur cette datation de, de pathologie, enfin de dysfonction tissulaire qu'on peut avoir, voilà, tout de suite, c'est des signes d'appel. Quand tu poses des questions, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi tu as cette pathologie qui revient? Ça élargit vraiment le champ de la prise en charge. Et c'est là que même un patient déficient, il voit il peut se livrer, voilà, qu'il raconte sa vie personnelle au-delà du moment ponctuel du sport ou de ce stage en équipe de France. Toi, ça t'a apporté humainement, personnellement, beaucoup, j'imagine, ce monde. Ouais, bah, il y a En cette ostéopathie adaptation. aussi de tous les jours, Ouais, peut-être. en ostéo. Ouais, bah, il y a cette ouverture, hein, déjà, s'adapter dans toutes les situations qui est intéressante. Le côté informel, hein, qui a été acquis grâce à eux, grâce aux sportifs. Le rapport au corps, bien sûr, et aux soins, qui est très formateur, je trouve, pour le praticien. Il suffit de les écouter, justement, d'avoir une écoute vraiment active. Donc, ouais, au niveau de l'écoute, ça apporte beaucoup. Euh, et c'est un travail, ouais, peut-être plus en profondeur. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de resituer, de recadrer le moment présent. Enfin, tu vois, ce sportif avec sa pathologie. Et déjà, est-ce qu'il sait ou pas qu'il est dans cette pathologie? Parce que, en Mm. fait, surtout en sport adapté, on recrute de deux manières les sportifs. Soit bah, ils sont considérés comme handicapés depuis très longtemps. Ils sont en institution, ils ont un travail adapté. Enfin, tout est mis en place depuis très longtemps. Ou sinon, ça peut être, ça c'est assez récent, mais des sportifs ici du milieu traditionnel, donc en basket, en athlée, et on voit que son coach est intéressé par le sport adapté. Il entend parler des difficultés d'autonomie, par exemple. Je pense au basketteur. On a un basketteur qui a joué en Pro B. Il a eu le niveau Pro B en traditionnel. Et lui, à 33 ans, 32 ans, bah voilà, son entraîneur nous dit qu'il a arrêté l'école très tôt, qu'il n'est pas autonome. Enfin, il y a différentes difficultés comme ça. On lui fait passer les tests. Donc, il y a un test de QI. Ils ont un QI inférieur à 70. Il y a un test Vinland, c'est un test psychologique sur l'autonomie aussi. Plusieurs notions comme ça, un rendez-vous chez la psychologue. Et voilà, à 30 ans, après une carrière en basket pro, on peut lui dire, bah, écoute, tu vas avoir l'étiquette handicapé, est-ce que tu veux venir avec nous? Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui refusent. Lui a accepté.
Et donc oui, cette vie. Et après, il est au sein d'un groupe avec d'autres pathologies plus flagrantes, tu vois. Mmh. Donc forcément, il faut que tout le monde Ouais, s'entende bien. ouais, c'est pas Et évident ça. ça, au début, bah ouais, ouais, au début, c'est. Et donc j'aime bien demander pourquoi il fait du sport, tu vois, pourquoi le patient fait du sport, pourquoi ce sport-là. On parlait de bouquins, il y a Bernard Jeux, un sociologue du sport, qui schématise les sports par rapport au. Alors il fait plus le mouvement haut ou bas. Est-ce que tu t'élèves, ou au contraire, est-ce que la mise à mort, tu vois, un petit peu de l'adversaire vers le bas. Voilà, il schématise un peu comme ça. Et sans parler trop de symbolisme, enfin, pourquoi tu fais ce sport-là? Qu'est-ce que ça représente dans ta vie? Souvent, dans ce monde de handicap, c'est pour sortir d'institutions, d'un centre de rééducation, par exemple, Mmh. d'un foyer, d'un ESAT ou autre. Le sport, c'est un moment où ils respirent et ils voient d'autres personnes. Ils sont mis en valeur parce que la plupart du temps, dans leur vie, c'était vraiment des moins que rien. Ils étaient considérés plus que négativement. Et là, pour la première fois, on les met en valeur en disant qu'ils représentent la France, ils sont l'équipe de France au niveau international. Enfin, ils ont une médaille. Enfin voilà, c'est des choses on est content de participer à ça. Et du coup, est-ce que tu apportes une réflexion sur, sur l'environnement qu'est le sport pratiqué, par exemple le basket avec toute la gestuelle, etc. Et tu dois avoir Ouais, une réflexion en plus par rapport à l'handicap de chacun qui est différent entre chaque ouais. patient. Enfin, du coup, la, la- l'unicité du patient, elle est encore plus marquée pour ces patients-là, en fait. Bah oui, Tas ouais, de ouais, réalités qui se cumulent les uns les autres et qui font qu'ils sont tous encore plus différents, on va dire. ouais, Ça peut être très intéressant, ça. ouais, 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 bah oui, c'est vrai. Et comprendre la place du sport. Parce que souvent, dans le monde traditionnel, j'ai l'impression, enfin, dans le sport de haut niveau traditionnel, enfin, les sportifs pensent que au sport. Les footballeurs, tout ça, leur carrière, c'est jusqu'à leur retraite. Et après, on ne sait pas trop, on verra. En tout cas, c'est pas eux qui gèrent du tout l'après-sport de haut niveau. J'ai l'impression, hein. Là, enfin, j'aime bien recentrer et savoir ce que c'est que le sport pour eux. Et c'est vrai que souvent, c'est une bouffée d'air énorme d'être en stage. Alors, il y en a on voit, hein, ils prennent en photo leur équipement, ils se prennent en photo. Enfin, il y a tout un travail sur les réseaux sociaux, Mhm. surtout quand on est à l'INSEP, dans des cadres comme ça, encore plus mis en valeur. Oui, c'est sûr que c'est une autre dimension. Et quand tu les vois sourire ou être dans le bonheur vraiment d'être dans un groupe, bah, tu peux que y participer et favoriser ça. Bon, eh ben, super. Est-ce que tu as d'autres choses à partager, toi? Des choses sur lesquelles tu voudrais nous parler par rapport à ton expérience Hem, ou revenir? Bah, oui, alors il y a je pense aux erreurs un petit peu que je pouvais Ouais. faire si jamais ça peut aider, certains. Hem, Bien sûr, je pense déjà les erreurs que j'ai pas remarquées, c'est les pires. Donc heu Mhm. voilà, ce que je vais dire, c'est les erreurs que j'ai pris conscience et qui peut-être serviront à d'autres. Hem, alors ça peut être, ouais, je vois 2 choses. La prise en charge, oui, avec, un petit peu toujours les techniques, structurelles ou non. Est-ce que, jusqu'où on peut aller dans le traitement? Comment on prend en charge le patient? Heu, Est-ce que, notamment dans le domaine du handicap, est-ce qu'on s'attache uniquement au motif de consultation? On aurait tendance forcément à travailler sur la partie handicap, heu donc avec des questionnements, heu, des techniques plus profondes, alors, et qu'il faut adapter peut-être à la fréquence, enfin, au moment de la consultation. C'est pas la veille d'une compétition qu'on va remettre en question toute la vie du sportif ou autre. Mais, voilà, ça, je pense que c'est avec l'expérience et cette connaissance du sportif que c'est intéressant et qu'on met en place. Il y a aussi le vocabulaire. Je pensais un petit peu à Ostéo Bébé.
et tu sais, notamment la bulle énergétique du patient, de chaque patient. Je me souviens je pense, je considère ça comme une erreur, mais euh, il y avait un patient schizophrène, donc un athlète schizophrène. Et puis j'avais vu, bah oui, sa bulle énergétique un peu décalée. Enfin, tu vois des choses. Alors, je parle pas forcément de whiplash, mais tu vois quelque chose qui sort un peu du commun. Ouais. Ouais. Et ça, bah, je me souviens du coach qui est arrivé et qui me dit, bah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, d'habitude, on essaie de schématiser deux moments en consultation ostéo. Les moments un peu après en récupération, on dit ça. Donc, il y a une table, il y a un patient sur la table, et puis il y a le groupe qui est un petit peu autour. C'est plutôt sympathique, c'est voilà, c'est pour décompresser. Et puis des moments vraiment individuels. Donc il y a une hiérarchie, il y a des horaires respectés. Voilà, tu viens à telle heure dans voir l'ostéo, tout ça. Et, et là, le coach arrive et il me dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et là, choisir le bon vocabulaire, les bons mots, c'est pas évident. Surtout enfin, au coach. Et d'ailleurs, entre ce que tu ressens dans tes mains c'est une chose, comment tu la formules, c'est une autre avec ton vocabulaire. Et après, entre ostéo, déjà, comment tu vas dire, voilà, bah, je ressens ça. Alors, il y a des images, il y a des choses qui peuvent aider, mais entre ostéo, il y a déjà des discordes importantes. Et t'imagines si c'est un médecin ou quelqu'un qui n'est pas Et du après, tout dans cette. comment c'est interprété aussi. Ouais, Encore. bah voilà, ouais. Bah oui. Et là, je me suis dit, si je lui parle de bulle énergétique décalée de chez ce patient, il va me prendre, enfin, il va m'interner, quoi. Donc ça, non, tu vois, ça peut être compliqué. Donc voilà, peut-être au-delà de parler du crâne sacrum ou du fluidique, je pense que c'est pas tout le monde qui peut recevoir ce genre de termes-là. Et ça, c'est peut-être l'erreur que tu vois, tu veux vraiment essayer c'est peut-être naïf, hein, mais de proposer un vocabulaire à tout le monde et essayer d'expliquer ton ressenti. Et peut-être pas à tout le monde. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais. Voilà. Il y a Amélie qui pose une question pour revenir sur les formations. Ouais. Euh, Si tu veux prendre le micro, d'ailleurs, Amélie, peut-être c'est plus simple. Ce serait plus simple. Tu peux ouvrir ton micro et la poser. Parce qu'il y a beaucoup de formations et du coup, c'est pour essayer d'y voir plus clair. Euh, Vas-y, Amélie. Vous m'entendez? Oui, parfait. On ne te voit pas, mais on t'entend. Oui, salut Alex. Je me demandais, Salut. parmi toutes les formations, entre les DU, les formations post-grad, les séminaires, les conférences, on a un petit peu perdu la sortie de l'école et du coup, comment, enfin, vers quoi s'orienter, quelle école serait peut-être plus intéressante et surtout, est-ce qu'il s'agit uniquement d'une ligne supplémentaire sur un CV qui pourrait éventuellement nous faire intégrer une structure ou est-ce que c'est une réelle plus-value à notre prise en charge? Alors, je pense qu'il faut avoir conscience déjà que la formation en 5 ans d'une école d'ostéo est bonne. Enfin, il y a des techniques qui sont intéressantes. Il y a un panel, je pense, qui est même plus large que ce qu'on proposait à d'autres générations. Il y a eu tout un effort de littérature, de répertorier chaque technique de façon peut-être scolaire, mais importante. Donc, quand on sort d'une école, je pense qu'on on a un bagage intéressant. Et il faut peut-être pas être tout de suite dans la vision de trouver la golden technique, tu vois, la technique qui résout tous les problèmes ou qui est magique, qui fait tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une prise en charge globale et euh, au moment T du praticien. Donc, on peut très bien sortir de l'école et dire, ah, j'ai encore des questions sur tel et tel sujet. Donc là, très bien, tu peux proposer oui, bah, différentes formations, hein, pas forcément dans le domaine sportif. Et après, en fait, j'ai l'impression que dans ton cursus, euh, Oui. Voilà. Eh ben, Alex, on t'écoute. Donc, pour oui, continuer. ok, ok. Donc c'est oui, les formations, oui. Donc par rapport à, donc je disais que les formations d'ostéo sont plutôt intéressantes. Après, oui, ça dépend de ce que tu recherches, de ce que tu veux, les questions que
auxquelles tu te poses après le diplôme, j'ai l'impression que c'est quand même bien d'avoir de commencer à mettre en pratique rapidement dans ton cursus. Il y a plein de techniques, des choses vraiment intéressantes qui sont bonnes. Après, il y a plein de notions donc d'intuition, de choses qu'on ne travaille pas, enfin en tout cas, on ne stimule pas, le corps enseignant ne fait pas travailler les étudiants. Donc, c'est une recherche plus personnelle à mettre en place. Donc, c'est selon la recherche de chacun. Est-ce que tu es dans une demande rapide? Est-ce que tu as des carences dans certains domaines techniques ou autres? Voilà, c'est pour ça que commencer par des formations assez d'ordre général, donc forcément, je pense un peu à Ostéo à Montpellier, où tu as plusieurs abords. Tu vas être plus à l'aise dans certaines, je sais pas, en phytothérapie, en nutrition ou d'autres choses. Et d'autres points un peu plus fumeux tu vas laisser un petit peu en suspens et tu vas reprendre peut-être différemment. Il faut savoir, je pense qu'il y a deux types de formations. Tu as les DU, les choses qui sont très euh, ouais, qui sont très théoriques, ça dure, c'est sur un an ou plus. Euh, euh, voilà, c'est un peu moins appliqué à l'ostéopathie. Et puis, des formations peut-être plus ponctuelles sur des prises en charge pures ostéopathiques. C'est vrai que je trouve ça intéressant de pouvoir intégrer ce milieu, mais ça m'a l'air très fermé. Et du coup, je me disais que une formation pouvait aider et que oui, l'expérience était de toute façon ce qu'il y avait de plus formateur, mais que pour avoir cette expérience, il faut déjà avoir un certain bagage derrière et prouver un petit peu de sa légitimité. Ouais, alors moi, personnellement, c'est pas le DU. J'ai eu le DU après être rentré dans toutes les équipes de France, donc c'est pas ça qui m'a légitimé. Euh, Peut-être oui, le médecin fédéral qui voulait exclure les ostéos, enfin qui veut toujours. Ça, d'ailleurs, je reviens un petit peu là-dessus, c'est par rapport à l'Union nationale des médecins fédéraux. Donc, c'est tous les médecins de chaque fédération sportive qui se réunissent tous les ans. Et puis, c'est plutôt eux qui disent, bon, ben voilà, ostéo, c'est pas ostéo exclusif, ils ne sont pas profession de santé. Donc, je vous conseille de ne pas en prendre d'un point de vue juridique ou autre. Après, chacun fait ce qu'il veut avec sa fédération, mais je ne pense pas qu'il y ait en tout cas, dans cette fédération, il n'y a pas de haine contre l'ostéopathie, ou c'est plus de la peur qu'il y a. Donc, dès que tu rassures, oui, avec un diplôme universitaire, dès que tu formes des kinés pour être kiné ostéo, forcément, c'est mieux. Mais c'est très théorique, alors que toi, dans tes mains, la prise en charge, elle n'est pas fondamentalement différente. Mhm. Ok, bah, merci pour tes conseils. Ouais. Merci pour ta question, Ami. Il y a Walter qui voudrait pouvoir échanger avec toi derrière parce qu'il a des questions. Il est arrivé un peu tard Okay. dans l'échange et il avait des questions, je pense, par rapport à son parcours peut-être personnel ou il pourra échanger avec toi derrière. Je pourrais vous mettre en Ouais, contact. bien sûr, ouais, bien sûr, ouais. Donc voilà, pas de souci, Walter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a relancé le Zoom là pour pouvoir finir là-dessus proprement parce qu'on s'est fait un peu couper comme des malpropres. Mais s'il y a d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, c'était super intéressant. Vraiment, merci beaucoup Alexandre parce que top. Vraiment, c'est De rien, tout un monde, c'est cool. C'est cool. Et c'est ouais, bien c'est. de casser un petit peu ces codes qui ont tendance souvent à faire peur. On Ouais. imagine un monde dans lequel on ne peut pas rentrer, etc. Alors que ce sont des patients comme les autres, des êtres humains comme les Ouais. autres, qui ont leur parcours et leur spécificité, mais Mm. c'est faisable. Ouais, ils sont même, ils sont peut-être plus en attente d'une prise en charge comme ça, tu vois, ostéo, et qui sortent un peu du schéma purement Mm. mécanique, sportif. Dès qu'il y a un peu plus d'affect, forcément, ils sont sensibles et donc ça matche bien. Oui, c'est vrai que c'est possible, effectivement, moi aussi de mon expérience, Mm. que j'ai l'impression qu'ils sont plus sensibles à l'ostéo et plus demandeurs à l'ostéopathie globalement Ouais. que
que les patients lambda, on va dire. Et je pense que c'est justement parce qu'ils ont une sensibilité à leur corps et aussi un lien psycho-émotionnel et psychosomatique qui est plus fort. Et du coup, c'est encore plus intéressant pour eux comme pour nous. Enfin, c'est vraiment très enrichissant pour tout le monde. C'est super. Eh ben, merci encore. On va finir là-dessus. La semaine prochaine, c'est moi qui passe, qui passe à la moulinette. Donc voilà. Et puis peut-être à la semaine prochaine pour certains d'entre vous. Et puis sinon, je vous souhaite tous un bon dimanche. Ouais, bon dimanche à tous. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir.